Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis geekos, j'espère que tout roule. Bienvenue dans Love & Geek, le podcast autour de la culture geek où l'objectif est d'être subjectif. Si j'étais Vegeta, elle serait Bulma, si j'étais Yoda, elle serait la Force, et si j'étais Gollum, elle serait l'Anneau. J'ai en ma compagnie Chaton, toujours fidèle au poste pour animer cette émission. Ça va Chaton ? Oui, ça va et toi, Floum ? Bah écoute, ça va bien, on s'est fait notre petit bagel, on a notre petit verre de rosé, on est au top pour enregistrer le podcast. C'est vrai. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, avec Facebook, Twitter et Instagram. On vous invite également à nous suivre sur votre plateforme d'écoute de podcast habituelle, donc n'hésitez pas à activer les notifications, à vous abonner à Love & Geek afin de ne pas en perdre une miette. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, un petit commentaire, un petit like, un cœur ou autre, ça nous fera énormément plaisir. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler des personnages secondaires qui volent la vedette. Vous savez, ces personnages ultra stylés, charismatiques, surpuissants et mystérieux, ceux que l'on préfère aux héros, ceux que l'on aimerait ne pas voir mourir. Bref, vous voyez forcément de qui on parle. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a décidé d'aborder ce thème parce que pour tous les deux, dans 90% des œuvres, on va préférer les persos secondaires aux héros. Voilà, c'est comme ça et ça a fait tilt et on a soulevé la question du pourquoi. On s'est donc penché un petit peu sur le sujet. Donc sans transition, Love & Geek met aujourd'hui les persos secondaires en lumière. C'est parti. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok? Avant de se lancer tête la première dans les personnages secondaires, on s'est dit qu'on allait faire un petit peu le point justement sur définir qu'est-ce qui est pour nous un personnage principal, qu'est-ce qui est pour nous un personnage secondaire, parce que on s'est rendu compte que la frontière était parfois un peu floue. Oui, la frontière peut être mince entre le personnage vraiment secondaire et par exemple, les personnages principaux qui peuvent être plus nombreux. On va déjà vous parler, nous, des héros, des personnages principaux. C'est des personnages que je trouve très codifiés, qui sont souvent prisonniers des carcans qui vont être imposés par la société actuelle, par les tendances du moment, par les éditeurs aussi, ou par le public, les producteurs, bref, les scénaristes, tous ceux qui vont impacter et suivre l'œuvre du début jusqu'à la fin. Tu prends n'importe quel héros, il est souvent très stéréotypé, et c'est décevant pour moi parce que tu as un schéma de développement qui est souvent récurrent et téléphoné. Si tu schématises, tu as toujours un héros qui a un début prometteur. Il y aura des difficultés, et les difficultés vont faire des progrès. Il y a une période de doute, et puis ça progresse, et puis après ce personnage devient tout le temps incroyable. Et je trouve que ça, tout support confondu, tu le retrouves. Et c'est vrai qu'effectivement, tu as raison, il est, je sais pas comment dire, naïf. Oui, j'ai envie de dire l'expression, il va sauter à 2 pieds joints là-dedans, tu vois. Ouais. Il est toujours un petit peu, il est soit binaire. Voilà, il est toujours blanc. Ouais. J'aime bien moi les héros qui sont un peu gris. Et il y en a de plus en plus, mais Faut creuser quand même. Voilà, c'est pas une habitude. Mais en fait, on a l'impression qu'ils les rendent volontairement détestables. Parce que des fois, ils vont dépeindre un héros comme intelligent, mais il va faire des choix tout pourris. Les équipes qui construisent tout ça, ils ont quand même du mal à en sortir. Ça dégage une naïveté exacerbée. Et c'est ce qui fait que des fois, pour le coup, le héros qui prend toujours les bonnes décisions, il en devient un peu lisse, quoi. Parce qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de spontanéité, il y a ce côté chevaleresque plus, un petit peu à l'ancienne. Bon, en bref, ouais, vous l'avez compris, moi je suis pas hyper fan des héros d'une manière générale. Je vais plus trouver mon bonheur justement dans les autres personnages. Et c'est ce qui me permet, moi, d'enchaîner justement sur les personnages secondaires. Alors d'après la Bible Wikipédia, un personnage secondaire est un personnage d'un récit qui n'est pas au centre du scénario principal, mais qui est important pour l'intrigue ou le protagoniste, et apparaît ou est suffisamment mentionné dans l'histoire pour être plus qu'un simple personnage mineur. Donc il est là et pas là, un petit peu ce personnage secondaire. Il a toujours une importance quand même capitale dans l'histoire, mais c'est pas lui forcément qui va driver tout ça. Oui. Par exemple, dans un livre, quand on a des narrations qui sont faites à la première personne,
on distingue vraiment le héros des autres personnages parce qu'on n'a vraiment que le point de vue du héros qui parle en jeu. Et par contre, tous les autres deviennent tout de suite plus facilement des personnages secondaires parce qu'on n'a pas du tout leur son de cloche à eux. Et je trouve que ça, dans le livre, c'est assez clair, alors que finalement, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile dans les mangas, dans les animés, dans les séries, dans les films. J'ai trouvé ça plus difficile de savoir dire qui est personnage secondaire, qui est personnage principal, alors que je trouve que dans le roman, c'est assez clair. Déjà, tu n'as rien que la narration qui t'indique qui est le personnage principal et qui est le personnage secondaire. Mais ils font des apparitions très impactantes. Et moi, pourquoi j'ai un amour pour les personnages secondaires, c'est que c'est synonyme de liberté. Rien que sur le design des personnages. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. On sort de ce design, on va dire, du héros qui doit plaire à tout le monde. On peut vraiment se faire plaisir. Tu vois, par exemple, moi, qui est mon personnage préféré dans Star Wars, qui est Maître Yoda, ce personnage-là, tu ne pourrais pas en faire un personnage principal. Oui. C'est pas possible, tu vois. Et je trouve que cette liberté-là, qu'ont aussi beaucoup de méchants, tout ça, je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, justement, par exemple, dans les animés, je trouve que le personnage secondaire antagoniste, que tu différencies avec un personnage mineur, mais qui fait partie des méchants, tu le vois tout de suite. Parce que généralement, les premiers méchants, un peu pas très forts, ils ont vraiment des designs tout pourris, ils sont ridicules. Et quand tu as un méchant qui a un design de fou, tu vois, je pense par exemple à Bleach, tu vois, quand au début les Arrancar ils ressemblent à rien, et puis quand on a un qui commence à ressembler presque à un humain, là tu commences à dire lui il a l'air fort, et lui c'est un vrai méchant. Complètement. Et dans la liberté aussi de l'évolution scénaristique, dans la construction du personnage, un personnage secondaire, techniquement, t'en fais ce que tu veux. Il peut être gentil, après il peut être méchant, il peut être neutre, il peut mourir, il peut revivre, il peut y avoir une évolution très, très, très dramatique et vraiment volatile, assez nébuleuse. Et je trouve ça hyper bien. Et t'en as même déjà, de toute façon, des personnages qui sont créés pour le drame. Les plot twists de Gin dans Bleach ou Itachi dans Naruto, c'est des personnages, tu pouvais en faire ce que tu voulais. Et tu sais jamais s'ils sont gentils, s'ils sont méchants, s'ils sont là, s'ils sont pas là, s'ils vont se faire battre ou pas. Et je trouve... Sirius Black aussi dans Harry Potter. Sirius Black, mais génialissime. T'as toujours un doute sur ces personnages. Toujours, parce que t'as une spontanéité, et je trouve que ce côté indécis de ce qui va se passer ou comment il va être travaillé, ça maintient un petit peu en haleine. Et limite, t'as envie de regarder la suite, pas pour ce que va faire le héros, parce que généralement, le but, tu l'as. L'arrivée, tu l'as. Mais tout le chemin des personnages secondaires, il est pas du tout tracé et il est très incertain. Et c'est ce qui va nourrir la narration, c'est ce qui va rendre la narration palpitante. Ça va être tous ces personnages secondaires qui vont l'alimenter, en fait. Oui, tu vois, moi je bénis par exemple Game of Thrones, parce que on l'avait cité au tout début, si vous avez suivi le premier podcast, c'est tout peut arriver. Il y a un personnage secondaire que tu trouves cool, il peut mourir à n'importe quelle scène. Et ça fait du bien parce que t'es maintenu en alerte, pas que sur le récit, mais sur la destinée de tous les personnages qui vont graviter autour de l'œuvre. Et moi, je trouve ça hyper haletant et intéressant. Tu retrouves aussi sur un autre point l'expression de la personnalité et de la créativité de l'auteur. Oui. Il a créé son personnage, il a créé son histoire, ok. Et après, ça va être regardez tout ce que je sais faire. Regardez ce à quoi j'ai pensé, regardez mon univers, regardez la richesse de ce que je suis capable de prodiguer, j'en ai sous la pédale. Oui, c'est vrai qu'avec son personnage principal, l'auteur, il est coincé avec lui. Il est obligé de respecter toutes les règles, tout le caractère qu'il a mis en place avec son personnage principal, alors qu'avec les personnages secondaires, il va pouvoir faire ce qu'il veut, en fait. Oui. Et c'est vrai que ça nous permet de voir aussi ce dont il est capable. Ça fait une petite soupape un petit peu qui lui permet de s'exprimer, de ne pas se fatiguer sur un personnage qui... Il l'aime forcément, son héros, mais il le hype peut-être pas tant que ça. Et ça permet aussi de faire des personnages qui sont très jusqu'au boutistes. Tu vois, il y a toute cette grande mode en ce moment de faire des personnages, des super-héros.
des personnages avec des pouvoirs, des personnages avec des mutations, un peu comme on va retrouver avec les X-Men, etc. Généralement, les héros, ils ont des pouvoirs assez bateaux, assez classiques, sur de la force, sur le fait de voler, etc. Et bah, tous les personnages secondaires, généralement, ils ont des pouvoirs un peu plus loufoques, un peu plus complexes, un peu plus capillotractés. Et ça, moi, j'aime bien parce que tu vas apporter énormément de variations dans la richesse de l'univers et c'est hyper plaisant à découvrir. Bon, je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur nos thématiques. Donc, en tout cas, voilà, pour la présentation des personnages secondaires, on les a regroupés en 5 thématiques parce que, mine de rien, il y a quand même des codes, il y a quand même des classifications qui peuvent être faites. On va vous parler des acolytes, on va vous parler des antagonistes, on va vous parler des rivaux, des sensei ou des enseignants, et pour finir, les love interest, les amants, les coups de cœur. Donc on va commencer par les acolytes. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire, Chaton, sur tes acolytes ? Les acolytes, déjà, c'est une classe, on va dire, de persos secondaires que je n'aime pas trop, moi. Ouais. Je trouve que c'est toujours des personnages un petit peu sans saveur. Je trouve ça assez difficile de trouver des acolytes de bonne qualité. Alors moi, j'en ai trouvé un de bonne qualité. Ce qui est pas mal déjà. Que j'adore d'ailleurs. J'adore cet acolyte-là. Mais je trouve que souvent, les acolytes, ils sont sans saveur pour moi. C'est pas un personnage secondaire que j'affectionne beaucoup. Donc, c'est le plus bateau quand même. Voilà. Donc moi, celui que j'ai choisi, qui pour moi est le meilleur personnage acolyte, c'est Finnick Oder dans Hunger Games. Je ne sais pas si vous avez vu les films ou si vous avez lu les livres. En tout cas, que ce soit dans les films ou dans le livre, c'est un personnage qui est hyper bien fait dans les deux. C'est le gagnant en fait du district 4 qui a gagné donc le Hunger Games à 14 ans. Il est très séduisant, il est très populaire et il fait sa première apparition dans l'embrasement, le tome de l'embrasement, où il est un peu présenté comme un gros dragueur, peu recommandable. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'au début, il est vraiment considéré non pas comme un acolyte, mais comme un rival, parce que il va participer au prochain Hunger Games. Hein. Il va vite devenir un allié, parce qu'il va protéger Katniss et Peeta. Dans la révolte, ça va même devenir un ami de Katniss. Et j'aime ce personnage parce qu'il a une histoire hyper sombre. C'est un personnage très intéressant. Il a un amour interdit avec Annie. Il fait de la prostitution un petit peu au Capitole. Je trouve qu'il a un charisme de malade. Il est courageux. Il est fidèle. Il est beau gosse. En tout cas, pour moi, ma conclusion, c'est qu'il a vraiment trop la classe, ce personnage. Et ce que je trouve intéressant, c'est un très bon exemple. Et là, on voit justement ce qu'on ne peut pas faire avec un héros, c'est tout ce côté un petit peu sombre, ses doutes, ses vices, etc. C'est un personnage, au final, moi, que j'ai toujours trouvé très mystérieux. Alors, j'ai pas lu les livres, mais de ce que j'ai vu, moi, au niveau de la saga des films, je trouve que ce personnage-là, tu sais pas si tu peux lui faire confiance totalement. Tu sais, même dans le choix de l'acteur, il a un sourire un peu carnassier, tu sens il va faire des sourires, mais tu sais pas si c'est un sourire de façade, il est très complexe ce personnage-là. Tu vois, ça me fait penser, par exemple, dans Game of Thrones, moi ça me fait penser un petit peu à Oberyn. Oui. Où il est dans le charme. Tu sens qu'il a un but, mais est-ce que ce but-là, il va suivre le héros jusqu'au bout, ou quand les chemins vont se séparer, est-ce qu'il va pas devenir antagoniste, est-ce qu'il va pas devenir rival, est-ce qu'il va pas retourner sa veste ? C'est des personnages où je trouve que tant que t'en as pas la certitude, tant que le dénouement de ce personnage-là est pas arrivé, tu doutes toujours. Et justement, je trouve que c'est pour ça que ça en fait un super acolyte, parce que c'est du coup pour le lecteur, c'est
Même dans l'embrasement, c'est vrai que dans le tome de l'embrasement, tu te poses ces questions-là. Par contre, pour le coup, dans la révolte, plus du tout. Tu as totalement confiance en lui. C'est même je sais pas si tu te souviens, mais Fini qui va se sacrifier. Ah bah oui, bah, là, tout ça, bah, c'est pour ça que quand je parle de la conclusion, c'est là où tu dis, ok, en fait, il était vraiment sympa. Et du coup, en fait, ça rend ce personnage, tu vois, l'acolyte qui pour moi est un personnage ultra plat, bah, je trouve que ça lui... celui-ci, pour le coup, il est hyper complexe, il est hyper intéressant, et je trouve que ça lui donne vraiment un rôle... il épaule réellement le personnage principal d'une réelle manière. Tu vois, c'est pas juste un personnage à côté qui va l'aider vite fait, mais qui apporte pas grand-chose. Lui, il apporte un vrai truc à l'histoire, et surtout, il sauve les miches du personnage principal quand même. Ah bah oui, parce qu'elle était sacrément mal partie. Et heureusement qu'il était là, mais souvent, de toute façon, un acolyte travaillé et aimé, il va beaucoup être dans le sacrifice aussi. Il est souvent utilisé dans ce schéma-là. Moi, alors, Neji, c'est... Neji dans Naruto, même Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Oui. Boromir, génial personnage, parce que il est complexe, parce qu'il a envie d'aider, mais il se fait pervertir, mais au dernier moment il se reprend, il se sacrifie aussi dans la communauté de l'anneau, et c'est des acolytes qui sont complexes, qui sont mystérieux, qui sont travaillés, et ça les rend, on peut que les aimer, que les trouver en tout cas intéressants, ces personnages-là. Oui. Alors moi, les acolytes, c'est des personnages que j'aime bien. Et ça m'étonne pas de toi. Bah ouais, ils sont sympas, c'est des compagnons, c'est des potes, c'est des gens qui vont se battre avec toi. C'est des pouf-souffles, quoi. Ouais, bah la meilleure maison. Et si tout le monde était pouf-souffle, le monde se porterait mieux de toute façon. Je ne pense pas. Mais bon, ils accompagnent le héros, mais ils peuvent l'accompagner de tellement de manières. Moi, c'est ça que j'aime bien. Moi, je vais vous parler de la saga Autre Monde, qui est une saga de livres qui ont été écrits par Maxime Chatham. Maxime Chatham, qu'on connaît déjà beaucoup plus pour des univers thriller, polar, sombre, voire limite un petit peu épouvante-horreur. Oui. Et là, il s'est lancé dans une saga axée fantastique, sur des romans ados, jeunes adultes. Jeunesse, ouais. Ouais, vraiment jeunesse, mais qui se lit super bien parce que c'est un monde qui fait rêver, tu te projettes dedans, et c'est vraiment un vivier incroyable de personnages secondaires, parce que on parlait des pouvoirs, donc bah forcément les héros ils ont des pouvoirs classiques. T'as les 3 personnages principaux, il y en a un qui a une super force, un qui a une super vitesse, et l'autre qui a la télékinésie, pouvoir bateau. Puis après, t'as tous les autres enfants qui vont graviter autour, qui vont avoir des pouvoirs un peu plus intéressants, plus complexes, voire moins puissants aussi, et c'est ce qui va les faire plus vulnérables. Et moi, j'ai bien aimé les suivre, tous ces personnages-là, parce que c'est bourré de bons sentiments, d'entraide, de sens du sacrifice, du devoir, etc. Et tu vois, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Shen, c'est le vrai ami, tu vois, qui est là pour ces personnages. Mais lui, en fait, il se fait même appeler Gluant parce qu'il a un petit peu pot de colle. Bah, son pouvoir, ça va être qu'il va pouvoir se coller à tout. Il va pouvoir monter des façades en se collant dessus. C'est un pouvoir que tu peux pas donner à un héros. Et je trouve que ça... Je sais pas, ça apporte un petit côté un peu plus fun, quoi, quand tu lis tout ça. Lui, c'est vraiment un personnage qu'on affectionne beaucoup, justement. Bah ouais. Il a un pouvoir qui est pas, qui est pas impressionnant, mais en fait, par son intelligence, par son humilité, il va réussir à l'exploiter le mieux possible, quoi. Il va vraiment être efficace. Bah oui, il va réussir à en tirer parti dans certaines situations. Et dans d'autres, il va servir à que dalle. Parce que si t'as pas de paroi, si t'as rien à t'accrocher, tu peux coller, tout le monde s'en fout, quoi. Oui, tout à fait. Et ça marchera pas. Donc il est même intéressant à utiliser dans la construction d'un affrontement. Où par exemple, t'as un personnage qui s'appelle Floyd, qui a même un petit peu ce côté rivalité en amour, passer un moment avec Ambre et Matt, qui sont les 2 personnages principaux et amoureux, qui lui, bizarrement, va nous rappeler Luffy, parce qu'il a un corps élastique. Tu vois, encore une fois, un pouvoir qui est difficile à retranscrire sur un personnage principal. Peut-être ce qui a fait aussi la notoriété de Luffy, parce que tu t'attends pas ça du tout. Luffy, il a vraiment un pouvoir de personnage secondaire.
Ouais, mais exactement, et je pense que c'est pour ça qu'il plaît autant, c'est que quand tu vois tous les autres personnages de One Piece, ça en digresse un peu, mais ils ont des pouvoirs de base qui font beaucoup plus rêver, hein, le pouvoir du feu, de la foudre, Oui. de la glace, tout ce que tu veux. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans le traitement des acolytes, et j'aime bien aussi les acolytes qui vont être utilisés pour apporter la petite dose d'humour. Oui. Ça fait du bien, un peu de légèreté des fois sur des œuvres qui sont assez pesantes, assez sombres. Je pense à Jasquier dans The Witcher, Oui. qui va ouais. apporter sa musique, sa bonne humeur, qui va réussir à décrocher 2-3 sourires à notre Witcher qui est un peu, qui est pas bien funky. Jasquier dans le récit va apporter un petit peu de légèreté et t'en as besoin de ces personnages-là. Tout à fait. Ils sont vitaux, ils sont très très importants dans Ça, le. c'est un super acolyte aussi. Ah je bah trouve, ouais, Jasper. moi c'est des types de personnages que j'aime bien. Je pense qu'on a fait un bon petit tour là déjà sur les acolytes. On va parler maintenant de ce que je trouve le plus intéressant, ce qui est le plus important pour moi, ce sont les antagonistes. Pourquoi c'est important pour moi ? Parce que déjà certains antagonistes, ils sont tellement cool qu'on préférerait qu'ils gagnent. Pour moi, c'est des personnages qui sont d'une importance capitale parce que c'est eux, et c'est uniquement eux, qui vont donner de la consistance et de la crédibilité au héros. Parce que si ton méchant, il est pas charismatique, s'il en impose pas, s'il est pas surpuissant, tu auras un héros en demi-teinte, un peu fadasse. Oui. Et quand tu as un méchant qui arrive, et tu dis, ah ouais, alors lui, il fait pas rire, et que le héros, il va se transcender, c'est ça qui est super intéressant. Et pour ma part, au final, le travail sur l'opposant, ça va déterminer, comme je disais, la puissance de l'œuvre. Et il y a forcément une déception qui subsistera si l'antagoniste il n'est pas au rendez-vous. D'autant plus que parfois, il est seul face à toute une équipe. Donc s'il émane pas un charisme fou ou une dangerosité accrue, on va avoir du mal à le suivre. Et par exemple, moi, il y a un personnage que j'adore dans Bleach, c'est Grimmjow. Bleach, c'est un des grands mangas des années 2000, on l'a déjà cité. Grimmjow, c'est quoi ? C'est le fauve indomptable. Il a un design agressif, tu sens qu'il est dangereux. En plus de ça, dans l'animé, on lui a voué pour sa première apparition une animation qui est magnifique, qui est rythmée, qui est dynamique. Tu sens la vivacité, la puissance des coups. Et c'est un personnage qui est intéressant en tant qu'antagoniste parce qu'il a eu un traitement à part. Il s'émancipe même de sa hiérarchie tellement il est sauvage, en fait. Tu vois, c'est un petit peu son seul maître, alors qu'il est, je crois qu'il est 6e dans la hiérarchie des Arrancars, mais il fait quand même sa route, sa destinée, et il va lui arriver de toute façon malheur, parce qu'il va un petit peu se rebeller, il va se faire remettre en place bien comme il faut. C'est par Ulquiorra, non ? Non, je me souviens plus. Mais non, mais c'est par Aizen, je crois, Aizen, je crois qu'il se fait couper le bras, il me semble. Oui. Il a dû être impertinent, ce coquin. et vraiment, il est... pour moi, je l'ai toujours trouvé à part, parce que c'est le fauve à l'état pur, c'est l'agressivité, et je trouve qu'il y avait énormément de charisme, même dans son design. C'était très, très agréable à regarder, à découvrir. J'en parle d'un deuxième parce que les antagonistes j'aime trop. Et ouais, c'est sympa. Je vais vous parler de Sephiroth. Sephiroth qui est l'antagoniste principal d'un jeu qui s'appelle Final Fantasy VII que j'ai déjà dû citer. C'est un des jeux les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo, faut le dire. Et il est encore à l'heure actuelle l'antagoniste le plus populaire de toute la saga des Final Fantasy, qui a plusieurs décennies maintenant, cette saga-là, et ça reste un des méchants, un des antagonistes les plus appréciés, tous jeux vidéo confondus. Donc j'ai fait un choix peut-être un peu mainstream, mais si tout le monde est d'accord, c'est pas forcément dû au hasard, parce que c'est un méchant qui est intelligent, qui est serein. Tu vois, un méchant qui est serein, parce qu'il est complètement fou, Sephiroth, mais il le véhicule pas, il a confiance en sa puissance, mais il se surestime pas. Oui, c'est vrai que les antagonistes qui sont posés, qui sont pas hystériques. Là, tu as pris deux antagonistes qui sont très différents. Grimmjow, il ferait presque hystérique. Ils sont jusqu'au boutistes dans leur façon d'être, et moi, c'est ça que j'aime bien. Parce que tu as plein de méchants qui disent « Ouais, moi, je suis le plus fort, je suis très méchant, je suis très fort, tu pourras jamais me battre », et ils se font toujours éclater. Sephiroth, il dit ça...
Bah, il a du bagage derrière pour le dire, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il est serein, il a confiance en sa puissance, mais c'est pas une confiance qui est démesurée. Il est vraiment hors norme. Et cette folie qui est là, elle est contrôlée et ça le rend, je trouve, encore plus dangereux. D'autres méchants, hein, forcément, qu'on aime bien, Thanos, Mm. Magneto, le Joker. Le Joker qui est même un personnage principal. Ah bah ouais. Ouais, Donc, c'est il a vrai qu'on son propre film. on le met dans les antagonistes. Bah tu vois, un personnage qui a tellement marqué plusieurs générations que tu ne peux que lui vouer peut-être pas un culte, mais se dire lui il sort du lot et ils ont fait d'un personnage secondaire un personnage sur le devant de la scène. Oui. Ça c'est super. Ça montre tout le travail qui a été fait derrière sur le personnage secondaire. Et toi, t'as quelque chose à nous dire sur les antagonistes? Oh oui, j'ai quelque chose à vous dire sur Cool. les antagonistes. En fait, je vais vous parler d'un antagoniste que j'adore, qui vient d'un manga. Yes. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, de Ajin. On l'a peut-être cité, mais vaguement, je Voilà, crois. donc Je sais plus. Ajin, c'est un seinen, ça veut dire que c'est un manga pour adultes qui met en scène Kai Nagai, qui est un étudiant qui découvre qu'il est un Ajin. Si tu en es Ça veut dire que c'est un... Oui, exactement. Donc lui, c'est le héros, Kai. Et donc, il découvre qu'il est Ajin, donc il découvre qu'il est immortel. Et au Japon, les Ajin sont persécutés. Ils se font enlever et ils font l'objet d'expériences terribles. C'est clairement de la torture. Et Kai va rapidement être pris dans une véritable chasse à l'homme où il trouvera peu d'alliés. Et dans cet univers-là, on va découvrir le personnage de Sato. Oh, Et Sato, je l'adore Tellement parce que stylé. déjà, c'est vraiment un vrai méchant avec un look de gentil. Parce que c'est un petit vieux, en gros, avec une salopette et une casquette. Donc c'est on vrai dirait qu'on un peu on Mario l'a- Bros. Ah, mais on l'attend tellement pas dans le méchant de l'histoire, ce personnage-là. D'ailleurs, la première impression qu'on a de lui quand on le voit pour la première fois, dans les premières interactions avec Kai, c'est on se dit tout de suite que ça va être son futur sensei, son guide. Un gentil papy, quoi. Voilà, exactement, parce qu'il est de nature très calme, il est posé, il est souriant, il est amusant, alors qu'en fait, c'est un gros psycho. Ah oui. Je dirais son plus grand, ce qui peut le définir le plus facilement, c'est qu'il n'a aucune pitié et qu'il n'hésite jamais. Ah, mais c'est Il la- n'hésite jamais à tuer et pour lui, c'est un vrai plaisir. C'est même un jeu. Il en fait un jeu comme s'il était dans un jeu vidéo, en fait. Eh ben, c'est la dangerosité à l'état pur, ce personnage. Comme tu l'as dit, il n'a pas d'état d'âme, il enchaîne, quoi. Et je le trouve quand même assez profond comme personnage parce que c'est vraiment, on peut le décrire comme un suprémaciste pro-Ajin qui va devenir finalement le plus gros terroriste de cet univers parce que c'est un terroriste en gros c'est un Yamakasi mais qui peut pas mourir grâce à ses pouvoirs. Donc en fait il est Yamakasi à l'infini. Et donc vraiment là je vous conseille ce manga parce que rien que pour Ajin ça vaut le coup de le lire. Bah, ouais. Rien que pour Sato, ça vaut le coup de le lire. Ah bah et puis même Ajin qui est un manga génial et qui sort un petit peu des carcans parce que rien que le terrorisme n'est pas forcément énormément traité dans ce type d'œuvre-là. Et pour en revenir sur Sato, là où je suis d'accord avec toi, avoir un personnage, on parle beaucoup des personnages jusqu'au boutiste, à tel point que tu parlais de jeu, il se croit dans un jeu vidéo, c'est d'ailleurs sa seule faiblesse en fait, mais il en est conscient et je trouve que il y a un traitement très, très rigoureux de ce personnage-là que je trouve génial. Autre personnage qui a été très travaillé, moi je trouve que c'est Jaime Lannister dans Game of Thrones. Oui. Alors lui, c'est bizarre parce que tu vois, C'est il très est bizarre. antagoniste, mais moi je trouve que tu peux même le mettre en acolyte à un certain moment dans... Il vacille un petit peu, il se cherche, il a des doutes sur ses actions, sur ce qu'il pense, sur le bien fondé de tout ça, parce qu'au début il est détestable. Oui, ce personnage-là. complètement. Il est détestable. Moi, j'avais un autre méchant dont je voulais parler. Je te vois venir. Un méchant que j'adore. Je vais vous reparler de Shadow and Bone, la saga Grisha. J'adore le Darkling.
Donc, j'adore vraiment Je ce roule des méchant. yeux. Alors, je comprends que dans la série, toi, tu trouves que l'acteur choisi peut-être manquer un peu de charisme. Alors, moi, je le trouve génial. Et c'est vraiment un méchant que j'adore. Parce que c'est aussi c'est aussi un antagoniste, vous voyez, qui va d'abord passer pour un tout autre personnage. Au début, on pense que c'est un acolyte. Ça va être un peu aussi, il va avoir un côté amant avec l'héroïne. Il a vraiment une relation ambiguë avec elle. C'est un personnage qui a énormément de puissance. Qui doute, Et en fait, moi, j'ai voilà, l'impression. il est toujours dans le doute. C'est un personnage qui a beaucoup de valeurs. En fait, je sais pas comment dire, tu vois. Enfin, il a des valeurs qui sont très étranges Mais il parce est un que peu ça tiraillé. voilà, entre mais plein de choses. il a envie en fait de protéger les Grisha, et en fait on se rend compte au fur et à mesure de la lecture que c'est juste lui qui a créé le fold et qui fait qu'on est tous dans le caca, quoi. Donc, Ouais. donc, moi je trouve que c'est trop bien Ouais, ce à un moment personnage. donné, il faut qu'il arrête aussi. Il fout le bazar et puis après. En plus, il se fait vraiment passer pour un gros sauveur. C'est vraiment, non mais c'est la plus grosse entourloupe Ouais, du mais siècle. au final, il agit comme plein de méchants aussi. C'est tout pour sa pomme, quoi. Ah bah moi j'adore les méchants qui vivent dans la lumière, qui font partie de la Oui. société, Non, ça, c'est vrai que c'est cool. qui sont un peu infiltrés dans la société, dans des hautes sphères. Lui, c'est complètement ça. Je veux dire, c'est en gros le chef des Grisha, en fait. Et le chef des Grisha, c'est lui le méchant. Donc j'ai adoré ce personnage. Bah, alors, c'est vrai que j'aurais bien aimé le découvrir en bouquin, du coup, parce que c'est vrai que dans la série, moi, j'ai du mal à saisir son côté dangereux. Ils le mettent en avant, mais moi, il m'a jamais fait peur, en fait, ce personnage-là. Ce que je trouve intéressant, par contre, dans son traitement, c'est que c'est le chef des opprimés Mm. qui est en fait le méchant. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui est intéressant dans sa construction. Ouais. Bah, en tout cas, je trouve que c'est un super antagoniste. Ben, en parlant justement d'antagonisme et d'opposants, on va basculer sur les rivaux maintenant. Pourquoi opposant? Parce que généralement un rival c'est un opposant sur la durée, qui est parfois allié, et qui va donner un point de repère au héros et le pousser constamment à se dépasser. Il y a un lien un petit peu spécial, ça va mélanger respect mutuel, compétitivité, mais avec des chemins, des méthodes qui peuvent différer, mais souvent il y a un objectif qui est identique. Il y a plusieurs formes de rivalité. Moi, je vais vous parler de la rivalité dans le sport, avec une œuvre qui va rappeler notre enfance. Et je vais citer Olive et Tom, qui est tiré d'un manga qui s'appelle Captain Tsubasa. Et moi, je vais vous parler de Mark Landers, donc Yuga dans le manga, qui est pour moi, hein, quand on a parlé de rivalité, c'est le premier personnage qui a popé comme ça dans mon esprit. C'est l'incarnation même du rival. Il n'est pas antagoniste, déjà, il est juste adversaire, parce Oui. que c'est des équipes qui s'affrontent, et c'est le rival de toujours d'Olivia Ton. Et il est à la fois identique, mais hyper différent. Pourquoi ? Parce que il marque beaucoup de buts, il guide son équipe, il veut la victoire, il est passionné par le football, mais ça va être un petit peu le côté sombre de Tsubasa, donc d'Olivier, parce qu'il va être il va être plus rugueux, il va être dans l'agressivité, il va être uniquement dans la puissance et moins dans la technique, mais il va toujours pousser le héros, donc Olivier et l'équipe, dans leur retranchement, puiser dans leurs ressources. Et c'est aussi un rival, moi je trouve, qui est intéressant, parce que sur la finale de la 3e année scolaire, il va même réussir à terminer ex aequo avec le héros. Et je trouve que c'est assez rare, ça pourrait être souligné, qu'une compétition ne se termine pas par la victoire des protagonistes. Oui. Souvent dans les mangas sportifs, dans les séries sportives, dans les films ou même les bouquins qui traitent de sport, la défaite, elle arrive à un moment clé, mais c'est jamais dans le match décisif. Oui. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un personnage qui a pris beaucoup d'ampleur à un tel point qu'il a réussi à se hisser sur un pied d'égalité avec le héros. Et j'ai trouvé ça hyper agréable à lire, parce que tu t'attendais pas forcément à un dénouement comme ça. Et puis c'est un personnage qui est travaillé, il a son background, il veut devenir pro pour aider sa famille. Il a limite un petit peu des traits de héros, mais avec ce côté sombre qui le rend, moi je trouve, plus intéressant. Un peu comme un Vegeta.
Oui. en fait. Tu sais, moi, ça me fait penser à ça aussi. Tout à fait. Cette fierté, c'est un personnage qui ressemble beaucoup. Oui. Alors moi, je trouve que le rival, c'est un personnage secondaire assez particulier, parce que autant l'antagoniste, c'est un personnage, quand le héros va la rencontrer, soit il va perdre, soit il va gagner, et quand il gagne, il est souvent obligé d'avoir un gros power-up, tu vois. Il va vraiment devoir être meilleur physiquement, avoir un pouvoir supplémentaire. Alors que je trouve que le rival, lui, dans ses interactions avec le héros, va vraiment mettre en valeur les capacités morales du héros. Je trouve que c'est toujours, surtout dans le manga, le rival, il va réussir à mettre en valeur le personnage principal au niveau de sa morale, au niveau de l'amitié, au niveau du courage. Mais tu vois, ça va moins être une histoire de vrai pouvoir, ça va pas être une histoire de puissance. Okay. Moi, le personnage que j'aime bien là-dessus, c'est Gaara dans Naruto. Il est très très cool. D'ailleurs, c'est un des seuls rivaux que j'aime. Donc Gaara, on le découvre à l'examen de sélection des Chunin. Et là, d'un coup, on se dit « Waouh, non mais en fait, ils sont tous nuls. » Et Gaara est très très fort. Et déjà, c'est un personnage qui ressemble énormément à Naruto, parce que c'est un Jinchuriki, lui aussi. Sauf qu'à la différence de Naruto... Il contient un démon en lui. Voilà, il contient un démon en lui, sauf qu'à la différence de Naruto, on a l'impression qu'il arrive à mieux le maîtriser. Déjà. Il a un pouvoir avec le sable qui est trop stylé. Sauf que il est présenté comme un personnage très instable psychologiquement. Et quand on découvre très cruel, très méchant. Et quand on découvre son background, on comprend pourquoi. Et il a, moi je trouve, un énorme parallèle avec Naruto. La rivalité avec lui, elle va se créer par leur nature de Jinchuriki. Gaara ne va pas comprendre pourquoi Naruto, il a des amis, pourquoi il est apprécié dans son village, alors que lui, malheureusement, il a personne et il est juste considéré comme une arme. C'est un personnage qui souffre énormément de sa solitude, et c'est un personnage qui va évoluer de la meilleure des manières, parce que la rivalité, elle va disparaître, puis elle va revenir une fois qu'il va devenir Kazekage, cette fois dans l'autre sens. Il va y avoir une inversion des rapports, mais avec une rivalité qui va devenir beaucoup plus saine entre deux. Oui, parce qu'en fait, Naruto a toujours voulu être le chef de son village, et Gaara va devenir chef de son propre village avant Naruto. Voilà, et je trouve que le combat entre Naruto et Gaara nous montre pas que Naruto est plus fort. Tout ce que ça va nous montrer, c'est que Naruto, il a la foi en l'amitié, il a la foi en... Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose... Il a eu la chance de rencontrer des personnes qui l'ont aidé, qui l'ont tiré vers le haut, et Gaara n'a pas eu cette chance-là. Voilà, et je trouve ça, c'est typique des rivaux. Les rivaux, ils vont vraiment, dans les combats, mettre en valeur le caractère du personnage principal. Je trouve que c'est des personnages qui servent à ça, en fait, ces personnages secondaires. Oui, et puis en plus, c'est ce qui est... on est vraiment dans l'émotion, dans le sentiment, parce que c'est une rivalité qui est née d'une jalousie. En fait, c'est toi qui as vécu la même chose que moi, pourquoi moi je suis tout seul, et pourquoi toi tu es accompagné. Et il y a cette jalousie qui ressort et qui en a fait un point de comparaison très négatif et très destructeur. Et ils vont s'opposer là-dessus. Et puis Naruto va lui faire ouvrir les yeux et lui dire « Mais moi, si j'avais eu... autant de malchance que toi, si je puis dire, je serais devenu comme toi. Donc viens, on est copains, quoi. C'est je trouve que c'est un super arc, ça, d'ailleurs. C'est un des meilleurs, de toute façon. Voilà. Mais la rivalité, au final, on parle d'émotion, justement, tu vois, on parle de sentiments, elle peut être en amour. Aussi. Ça, pour moi, la rivalité en amour, mais j'adore. C'est carrément un type narratif hyper connu qui s'appelle le triangle amoureux. On en connaît plein. Comme par exemple dans des séries, il y a Desperate Housewives, il y a un gros triangle amoureux entre Eddie Britt, Suzanne Mayer et Mike Delfino. Donc Suzanne est l'héroïne, mais Eddie Britt est un personnage secondaire qui est son opposé total. Voilà, et du coup il est génial. Moi j'adore le personnage d'Eddie, je le trouve trop bien. Elle fait rire. Voilà, il y a aussi, alors là je remonte à loin, mais il y a les frères Scott.
t'as Peyton, Brooke et Lucas. Donc là, ils sont tous héros. Mais au début, Brooke est plus un personnage secondaire. Elle arrive un peu, Voilà. elle va Et casser après, l'équilibre un peu de la team. Et après, je pense que c'est un personnage qui a eu tellement de succès qu'ils en ont fait un personnage principal. Et dans les bouquins, c'est vraiment ultra connu. Hein. C'est vraiment le triangle amoureux. On le retrouve toujours. D'ailleurs, moi, il me fatigue parfois dans les livres parce qu'on le voit venir à 10 000 km. Ça manque un peu des fois de spontanéité, c'est vrai. Et pour, je pense, pas mal de gens, peut-être surtout des filles qui regardaient des dramas quand elles étaient plus jeunes, il y a quand même Boys Over Flowers, qui est issu d'un shoujo à la base, qui est un drama qui a été fait au Japon, en Chine, en Corée, il a été repris dans tous ces pays asiatiques. Sur Netflix, je crois. On le trouve sur Netflix et il est génial. Et c'est vraiment un gros triangle amoureux. Mais je pense que c'est mon triangle amoureux préféré. Donc voilà pour la rivalité en amour. On va peut-être passer à un autre type de personnage secondaire que j'adore, moi. Ce sont les sensei, les profs, les mentors. Donc ça, c'est vraiment des personnages que j'aime beaucoup parce que ça va incarner un petit peu un levier de progression pour le héros. Oui. Quand est-ce que l'élève va dépasser le maître ? Et il y a vraiment un lien toujours très particulier entre l'élève et le professeur qui va se tisser. Alors, c'est quelque chose qui est hyper pris dans le shonen. Hein. Dans le shonen, il y a toujours un sensei dans le shonen, part. Il y en a tout le temps, mais il y en a au final un petit peu dans toutes les œuvres. Oui. Tu prends Star Wars, il n'y a que ça. Oui. Tu prends Matrix, c'est un petit peu ça aussi, avec Morpheus qui va prendre un Néo sous son aile. Il y en a beaucoup. Le premier truc auquel je pense, c'est le petit papy. Oui. Tu sais, le petit papy qui est là, qui paye pas de mine. Tu connais son histoire, tu sais que lui, il est très fort, mais tu vois un petit papy un petit peu frêle. Et s'il a une barbe ou une barbiche, il a toujours une petite barbe ou des petits cheveux blancs, il est un peu tremblotant, c'est toujours un peu une feuille morte, tu vois, le sensei. Mais c'est un papy qui est surstylé parce que tu sais que quand il faut y aller, il est là. Et il est surpuissant. Moi, je trouve ça hyper... Oui, toi, t'aimes beaucoup ces personnages. Moi, je trouve ça hyper classe. Le personnage qui paye pas de mine, et si tu le chauffes un petit peu, quand faut y aller, il est là, il est présent, et il y a tout de suite une aura et un charisme fou qui se dégage. Alors oui, on va penser à Tortue Géniale, on va penser à tous ces personnages-là, et moi, je vais vous parler de Naruto, encore une fois, qui est un vivier de sensei, d'élèves, de maîtres, pour deux raisons, hein, parce qu'il y a la hiérarchie militaire qui fait qu'on doit respecter l'autorité, on doit apprendre de l'autorité et de l'expérience, et il y a toute la culture nippone, le schéma japonais derrière, où il y a un profond respect des aînés, et on va s'en inspirer, contrairement à d'autres cultures peut-être occidentales, où on va pas forcément placer la personne âgé ou érudit sur le même point. Et alors moi, je ne vais pas vous parler de Jiraiya, qui est peut-être le sensei auquel on pense en premier lieu. Moi, je vais vous parler justement de son sensei à lui, son maître à lui, qui s'appelle Sarutobi, qui était un Hokage, donc le chef du village ninja. Et en fait, comme tout bon maître, il va prendre ses responsabilités, il va affronter lui-même son élève, il va aller jusqu'à sacrifier sa vie afin de priver cet antagoniste de nuire. Donc pour moi, c'est l'incarnation même du professeur, du maître, du sensei. C'est un schéma typique, mais qui est bougrement efficace, quoi. Ce sens du sacrifice, il est génialissime. C'est vrai que la mort du mentor, ça reste quand même... C'est marquant quand même, tu sais, tu t'identifies aussi sur certaines choses. Et c'est un peu le point culminant du mentor, justement, le moment où il va se sacrifier, et du coup, finalement, ça passe forcément la main à son élève. Une fois qu'il est mort, forcément, ça va être l'élève qui va prendre la suite. Ouais, mais généralement, effectivement, s'il est mort, il est mort. S'il est mort, il est mort, quoi. Mais c'est souvent amené de manière à ce que ça tombe sous le sens que si le maître décède, l'élève, il va naturellement le surpasser parce qu'il va être obligé d'aller au-delà de son maître pour affronter cet opposant particulièrement fort et assez fort pour venir ébranler toutes les croyances et toute la fascination que tu pouvais avoir envers ton maître et ton sensei. Alors toi, tu vas nous parler d'un autre type
de commandant, de sensei, Oui. de maître? Moi, je vais vous parler d'Harry Potter. Donc Harry, il a quand même plusieurs mentors, Oui. je dirais, au cours de Oui, de la saga. Mais moi, je vais vous parler de mon préféré. Celui que je préfère, c'est Rémus Lupin. Parce que déjà, c'est un mentor qui n'a pas la tête de l'emploi. Lupin, il est décrit comme une personne avec une mine très fatiguée, des vêtements rapiécés. Il ferait presque de la peine la première fois qu'on le voit apparaître dans la saga. Alors qu'en fait, c'est vraiment un sorcier très très puissant. Encore une fois, un qui sensei qui paye pas de mine. Voilà, qui a combattu pour l'ordre du Phénix, qui a un lourd passé avec un secret qu'on va découvrir au cours du tome 3, et qui va devenir, pour moi, le meilleur professeur de défense contre les forces du mal que Harry aura eu. Il va lui apprendre un sortilège extrêmement puissant que Harry va utiliser pendant toute la suite de la saga, qui est le Patronus. Et je trouve que c'est un vrai mentor, parce que ce mentor, il va apprendre des sorts, forcément. Donc, il va vraiment apprendre des tours de passe-passe à Harry. Il va les élever dans mais leur qualité de sorcier. Mais ce que j'aime, c'est que c'est un mentor parce qu'aussi, il va lui apprendre beaucoup de choses sur le passé du père de Harry. Parce que c'est l'un des meilleurs amis du papa de Harry Potter. Donc, je trouve qu'il a vraiment un rôle particulier. Pour moi, c'est vraiment un mentor qui va incarner la sécurité. Parce que d'ailleurs, dans sa première apparition, je trouve que ça peut pas être plus mignon et plus sécuritaire, en fait, après l'attaque des détraqueurs pour faire du bien à Harry, pour le soulager, parce qu'il a été très touché par l'attaque des détraqueurs. Il lui donne du chocolat. Et je trouve que ça, c'est trop mignon, et puis c'est trop feel good. Enfin, vraiment, Lupin, c'est mon préféré. Oui, puis il y a un côté un peu paternaliste. Il va au-delà un petit peu de son rôle d'enseignant. Oui. Il les prend il se prend d'affection pour ses élèves. C'est un vrai tuteur, en fait, pour eux. Il va pas que leur apprendre à se défendre. Il va leur donner des règles de vie, une droiture, un sens de la justice. Oui. C'est ça qui est intéressant. Et puis c'est vraiment un mentor, mais qui lutte contre ses propres démons. Oui. Et il est pas tout puissant, il est pas parfait. Exactement. Et c'est pour ça que moi je trouve vraiment que c'est le meilleur mentor de toute la saga. Donc voilà, pour mon mentor préféré. C'est un très bon choix, et on va pouvoir passer à notre dernière thématique des personnages secondaires, une thématique préférés. que tu apprécies. On a gardé le meilleur pour la fin. C'est ce qu'on va appeler les amants ou les love interest. Ce qui est intéressant avec ces personnages-là, je pitch un petit peu, après je te laisserai la parole sur ce domaine-là, c'est qu'il peut faire partie des 3 premières classifications. Ça peut être à la fois un antagoniste, aussi un rival, ce qu'on va appeler les enemy to lovers, c'est des antagonistes, mais qui vont se lier d'amour. Il y a des sentiments qui vont se mélanger, donc c'est toujours des relations un petit peu complexes, un petit peu ambiguës, mystérieuses, et ils se démarquent toujours par les interactions avec le personnage principal. Et souvent, ils nous montrent une autre facette du héros, et sachant qu'en plus, ce personnage-là, ce qui est un peu cruel aussi dans ses développements, c'est que l'amour, il peut être mutuel comme pas du tout. Tout à fait. Donc moi, c'est clairement mes personnages secondaires préférés. J'aime toujours quand ils arrivent, quand ils sont en scène, là, je trépigne. D'ailleurs, je trépigne toujours d'avoir un amoureux dans tout ce que je regarde, et quand j'en ai pas, je suis extrêmement déçue. Faut pas que tu lises trop de mangas, parce que souvent c'est tellement suggéré mais il se passe rien. Si, dans les shoujo ça va. Mais bon. Alors, du coup, moi, je vais vous parler d'un personnage qui, pour moi, incarne vraiment l'amant parfait dans les romans. Sauf que je vais tout de suite vous dire que ça va spoiler sévère, parce que c'est un personnage, de par sa nature d'amant, qui est un spoil, parce qu'en fait, c'est un personnage qui devient amant que dans un tome secondaire. Donc je vais vous reparler de Sarah J. Maas. J'en avais parlé quand je parlais de Crescent City, une de ses sagas, et là je vais vous parler d'une autre de ses sagas qui s'appelle Akotar, qui est sa saga la plus connue de toute façon, et je vais vous parler du personnage de Rhysand, qui est le book boyfriend par excellence. Donc c'est un personnage qui est assez
je dirais complexe. Bon, alors il l'est pas tant, mais quand même un peu, parce que sa première apparition, elle est dans le premier tome. Et dans ce tome-là, c'est un antagoniste. C'est un personnage qui fait une apparition très mystérieuse. Et il est hyper ambivalent parce qu'on a l'impression qu'il aide un peu l'héroïne, mais on dirait aussi qu'il vit sa best life auprès de la grande méchante de l'histoire. Donc, c'est un personnage un peu détestable. Il est très arrogant, il peut être violent. Et à la fin du premier tome, on comprend qu'il jouait finalement un double jeu. On n'arrive pas trop à savoir s'il est gentil, méchant. En tout cas, c'est un personnage moralement gris. D'ailleurs, dans le premier tome, le personnage principal, donc l'héroïne qui s'appelle Fer, n'a pas du tout cette personne en love interest. Hein. C'est pas du tout lui, hein. C'est quelqu'un d'autre. Oui, elle a déjà quelqu'un. Donc voilà, là, quand je vous dis que ça spoil, ça spoil. Et dans le deuxième, très volage. Voilà, non, un peu. Et d'ailleurs, c'était super, tu vois, d'avoir un roman dans lequel, c'est pas, tu peux être amoureux, dire que t'es hyper amoureux, et puis dans le roman d'après dire bon, en fait non. Ouais, ça casse un petit peu l'image aussi des fois du personnage qui a un seul amour, voilà, c'est ça. Indéfectible. Et ça, je trouve ça super. Et dans le deuxième tome, en fait, il va devenir ami avec l'héroïne, il va l'aider, et puis on va découvrir qu'il a, du coup là, d'un coup, on découvre son caractère qui est trop stylé, il va être loyal, protecteur, il a le sens du sacrifice, on en apprend un petit peu sur son histoire et on comprend pourquoi est-ce qu'il était en double jeu comme ça avec la méchante de l'histoire, avec l'antagoniste du premier tome. Et à la fin du tome, il devient son love interest, et là c'est vraiment un vrai ennemi, two friends, two lovers, comme on dirait. Tu sais, moi, ça me fait penser un petit peu au traitement du Darkling au début de la saga Grisha. Mm-hmm. Il est là, tu sens qu'il y a des liens qui se créent, il y a des sentiments qui se créent, c'est mystérieux, c'est un mélange un petit peu de risques, de tentations, de sentiments avoués, c'est un peu ça, non ? Moi, je trouve justement que c'est les parfaits opposés. Parce que le Darkling, il va vraiment passer pour un personnage qui est du côté des gentilles. Elle est tout de suite un petit peu attirée par lui et finalement, elle va se rendre compte que c'est le vrai méchant de l'histoire. Alors que Rhysand, c'est le contraire. Il va passer pour le gros méchant de l'histoire et en fait, on va se rendre compte qu'il est gentil et elle va tomber amoureuse de lui après. Ok. Tu vois ? Donc, c'est un peu les deux extrêmes. Mais par contre, c'est des personnages un peu... effectivement, ils sont un peu sombres, ils ont des pouvoirs un peu similaires, avec une manipulation un petit peu des ombres qui est... ils ont des grosses similarités. Ça me fait vachement penser à Yennefer, alors du coup. Tout à fait. The Witcher. Il y a ce côté un petit peu ambigu, voire même toxique. C'est un super personnage secondaire. Gros background et gros traitement aussi. Hein. On est limite sur du perso principal, mais bon, c'est quand même très centré sur Geralt. Mais c'est un super perso. Je suis tout à fait d'accord. Alors moi, je vais vous parler pour le coup d'un personnage que j'aime pas. Voilà, mais je trouvais que ça incarnait bien un petit peu ce qu'on était en train de parler. Moi, je vais vous parler du Seigneur des Anneaux, encore une fois, mais c'est tellement la Bible que c'est un plaisir d'en parler. Moi, je vais vous parler d'Arwen. Alors, je suis pas un grand fan de ce personnage-là. Je m'excuse auprès de toute la communauté elfique, mais je parlais de personnages un petit peu plats, un petit peu trop chevaleresques. J'ai un petit peu de mal avec ce type de personnage-là, mais il y a quelque chose que j'ai adoré dans le traitement de son personnage, c'est qu'elle a quand même choisi cette Arwen de troquer son immortalité par amour pour Aragorn. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'elle va renier ce qu'elle est, elle va renier on va dire les traditions de son peuple, elle va renier sa propre énergie vitale pour rejoindre la personne qu'elle aime. Et ce qui va être intéressant dans ce personnage-là, c'est qu'on va pour une fois découvrir un Aragorn qui va être tourmenté entre ses propres principes et son égoïsme, à savoir est-ce que je choisis la bonne action ou est-ce que je choisis mon histoire d'amour, et ça va humaniser un petit peu ces personnages qui sont peut-être un peu trop parfaits pour moi, et j'ai trouvé que c'était un bel exemple de la puissance que peut être le love interest, le personnage qui va aimer et qui va partager ça
avec son partenaire. Et on les retrouve même, tu vois, au centre de ce fameux triangle amoureux avec Éowyn. Oui, enfin, elle... Oui, Éowyn, elle sert oh là à rien. là, ouais. Je déteste aussi ce personnage. Ah bah moi, j'adore le Seigneur des Anneaux. Hein. Moi, j'adore Arwen, mais j'aime pas du tout Éowyn. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que comme ça a été amené, ce que ça a apporté, les conséquences de cet amour-là, c'était assez puissant pour ma part. Je pense qu'il est temps de conclure notre émission. Mmh. Je vais te laisser la parole, je terminerai par la mienne. Eh bien écoute, moi pour conclure, je dirais que mes personnages secondaires préférés, ce sont ceux qui appartiennent à plusieurs classifications. Moi, ce que je préfère, c'est un personnage secondaire qui va passer par exemple, de rival à acolyte, de rival à ennemi, ça peut être de mentor à ennemi. Alors ça, c'est trop bien quand c'est ça, quand le mentor devient l'ennemi. Bien sûr, j'adore quand les ennemis deviennent des amants. J'aime bien aussi quand l'amant devient l'ennemi. Enfin bref. Et alors quand tu peux tout faire, quand il est à la fois rival, puis acolyte, puis amoureux, puis ennemi, alors là c'est parfait. C'est vraiment mes personnages préférés. Et en fait, je trouve que ces personnages-là, je les aime parce que pour moi, c'est ceux qui vont servir l'axe narratif de la meilleure des façons. Ces personnages, ils vont évoluer et c'est justement leurs évolutions qui les font un peu passer, d'une classe à une autre, qui vont être à l'origine de ce dont j'avais parlé dans le premier podcast qui s'appelle le plot twist, le retournement de situation. Pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un amoureux qui devient méchant et là, tu fais quoi ? Et en fait, c'est un personnage secondaire qui va apporter énormément à l'histoire dans ce cas-là. Ouais, beaucoup de drame, oui. Beaucoup de rebondissements. Donc ça, je trouve que c'est vraiment ce qui va faire que je vais aimer mon œuvre. C'est grâce à ce personnage secondaire qui va réussir à transformer l'histoire, en fait. Et malheureusement, le héros, il ne peut pas se permettre de faire ça. Il ne peut pas évoluer à ce point-là. Le seul que je connais qui a fait ça, c'est Eren. Sinon, c'est ce qui fait de lui un héros extrêmement particulier, très complexe, et à se demander si en fait on ne suit pas depuis le début le méchant de l'histoire. L'antagoniste, c'est pour ça que c'est génial l'attaque des titans. Mais donc voilà, moi vraiment je trouve que les héros secondaires, ils volent la vedette. Pourquoi ? Parce que ces personnages, tu vois, c'est un lapsus, c'est pas les héros secondaires, les personnages secondaires. C'est très joliment dit. ils volent la vedette aux héros parce que justement ils sont hyper complexes et qui peuvent passer d'un point à un autre avec une facilité déconcertante. Donc moi, j'adore ça. Là, je te rejoins parce que c'est vraiment à travers l'évolution des personnages secondaires que je vibre le plus. Au final, leur route, elle est jamais tracée, elle est jamais prédéfinie. En tout cas, c'est ce que l'auteur ou le scénariste veut nous faire croire. Mais je suis persuadé que dans certaines œuvres, il y a des personnages qui sont créés et retouchés au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure de l'évolution de leur popularité, ou tout simplement au fur et à mesure des caprices de l'auteur. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a cette imprévisibilité dans le traitement de ces personnages-là. Et même si on peut retrouver ça dans certains héros, leur essence va forcément les rattraper à un moment ou à un autre. Donc un personnage secondaire, quel qu'il soit, il va forcément symboliser une certaine forme de liberté, et ça me plaît énormément, tant au niveau du design, comme on l'a dit, que des traits de caractère, de leurs objectifs, et c'est des personnages qui sont souvent ambivalents, nébuleux, changeants, et avec eux, tout peut arriver, en bien comme en mal. Et ça, j'adore. Je terminerai également en disant qu'aujourd'hui, mes œuvres préférées sont les œuvres dans lesquelles la frontière entre le héros et le personnage secondaire va être gommée. Et on va se retrouver avec toute une clique de personnages qui ne sont pas vraiment des héros ni des personnages secondaires, mais qui sont, tu vois, par exemple, je pense à Game of Thrones, je pense à Stranger Things, je vais penser, dans un autre style, aux Chroniques de Bridgerton, et je pense à un livre, et donc toujours je vais citer les Bardugo que j'adore, mais Six of Crows. Tu n'as pas un personnage secondaire. Tu sens que tu peux tordre, détordre ça, le modeler un petit peu au gré de l'évolution de l'histoire. Voilà, tu as 6, 7, 8, une dizaine de personnages
que tu peux plus appeler principaux, parce que principaux, ça veut dire qu'il y en a peut-être 1, 2, 3, mais là, quand on a une dizaine comme ça, qui sont avec des points de vue sur chacun de ces personnages-là, je trouve que c'est des œuvres qui deviennent vraiment... Enfin, moi, j'adore ces œuvres-là, je les trouve super. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est un très beau mot. Une très belle analyse pour conclure ce podcast. On espère très sincèrement que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a passé un super moment. On est encore parti dans tous les sens, mais c'est tellement un plaisir d'en parler. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos impressions, ce que vous avez aimé, ce que vous auriez aimé dire aussi. Ça sera un plaisir pour nous de découvrir tout ça. C'est bientôt les vacances de la Toussaint. On se retrouve vite. On se retrouve vite et on vous a même réservé quelques surprises au prochain épisode. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.